C'est pas fait pour les grands. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui donc, à ce retour d'expérience de la Caisse des dépôts avec monsieur Cavreau, qui nous fait le grand honneur d'être là aujourd'hui pour faire un retour d'expérience sur le projet de NDR où Caisse des dépôts a choisi le NDR de GetWatcher. C'est un projet qu'on a réalisé avec l'intégrateur Synetis, qui a été aussi d'une grande aide pour avoir un processus complet d'intégration efficace et un niveau de formation sur nos produits très avancé. On les remercie aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en temps réel. Le but, c'est que l'échange soit dynamique. Donc, je vais laisser le micro à Christophe et je vous ferai une démonstration à la fin d'un nouvel outil qui sera aussi visible sur notre stand. Le stand numéro, Nicolas, on est sur le stand A02, voilà, juste à l'entrée, en entrant à droite. Vous ne pouvez pas nous rater en entrant ou en sortant. Merci à tous pour votre attention et Christophe, je te passe le micro. Donc effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Juste avant le repas, ça va permettre de nous garder éveillés, en forme. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis ceux qui me connaissent auront une réponse normalement assez claire et franche. Donc il n'y a pas de mauvaises questions. D'ailleurs, j'ai prévenu Jacques que j'allais dire même les pires choses sur GetWatcher, tout ce qui n'allait pas. Donc tout le monde est prévenu. Alors effectivement, pour commencer, c'est quoi un NDR? Donc on l'a, je pense, pour qu'on se recale juste sur le vocabulaire, ça permet donc d'analyser les échanges réseau, donc c'est assez classique. C'est complémentaire à notre EDR, parce que bon, j'imagine que maintenant tout le monde a déployé un EDR ou presque. Donc l'EDR a une petite faiblesse, hein, puisque évidemment ça pourrait être contourné, désinstallé. Évidemment il y a des mécanismes de protection, mais c'est quelque chose qui peut être contourné. Là où un NDR, puisqu'il est positionné en écoute sur le réseau, il est un peu plus difficile de le contourner, évidemment. Donc ça c'est un point qui était important dans notre dispositif de sécurité, parce qu'on cherchait quelque chose qui soit un petit peu isolé, indépendant des autres dispositifs de sécurité qu'on a déjà en place. Et vous vous doutez, à la Caisse des dépôts, on en a un certain nombre, comme dans toutes les institutions financières, on n'est pas en retard. Et donc ça permet évidemment d'avoir une visibilité sur ce qui se passe sur le réseau, sur les assets qui sont présents. Ça permet de détecter également du shadow IT, puisque vous voyez des choses que vous n'aviez pas forcément identifiées. Donc comme dans tout réseau qui vit, donc certaines entreprises font des rachats, et ben, vous pouvez découvrir des choses que vous n'aviez pas forcément identifiées dans une première lecture. Ou quand vous n'avez pas la chance d'avoir une CMDB qui est complètement propre au jour le jour, bah, ça permet d'avoir un petit complément. Donc, ce qui est important, et ça c'est un des outils qui est utilisé pour nous, donc en termes d'organisation, c'est un outil qui est utilisé par le CERT chez nous. Et effectivement, ils avaient besoin de capacités d'investigation complémentaires. Donc, ces outils-là permettent d'avoir une approche, une vision que les autres outils ne permettaient pas d'avoir. Donc, c'est un jouet supplémentaire pour le CERT. Alors, vous savez, hein, les CERT adorent les jouets, ils ont plein de jouets. Et c'est un jouet, effectivement, qui permet de compléter leurs analyses et voir, dans certains cas, permet d'avoir un axe de lecture qu'ils n'avaient pas. Alors pourquoi GetWatcher? Donc GetWatcher, société européenne avec un ADN français. Mais là, je te laisse la parole. Tu peux rester là. Merci. Oui, on a créé avec Philippe Gillet il y a maintenant 10 ans GetWatcher. Comme vous le savez, on est un acteur de la détection réseau. On est le seul acteur européen dans le Magic Quadrant de Gartner parmi 11 acteurs de d'autres plaques géographiques. Ce qui fait de nous le leader européen sur notre marché donc de la détection réseau.
On est aussi connu parce que l'ANSSI nous a choisi en 2019 pour protéger les opérateurs d'importance vitale. Mais il faut savoir que notre premier métier, c'est avant tout la détection réseau. Donc on a commencé à avoir des clients dès 2015 sur des sujets de détection réseau, essentiellement des clients bancaires au début de l'activité. Aujourd'hui, on a plus de 500 clients à travers le monde, des clients comme Euroclear par exemple. La plupart des banques françaises sont clientes de Gatewatcher, comme Bank of Africa, comme SpaceX aussi aux US. Et donc, on a vraiment l'habitude d'avoir des clients de toutes tailles différentes. Et l'intérêt pour nous de travailler avec Caisse des dépôts, c'est que c'est une infrastructure assez exigeante en termes de performance. Et donc, comme on a fait un gros travail sur l'acquisition réseau de nos sondes, ça a été pour nous une belle épreuve lors du POC. Et c'est avant tout, je pense, la performance d'acquisition et des moteurs de détection qui fait notre force et qui a fait que Gartner nous a positionné comme le seul acteur du NDR qui est nommé comme visionnaire, notamment pour notre usage des algorithmes d'IA. IA machine learning pour la détection et IA LLM pour le traitement des menaces afin d'alléger la charge des opérateurs SOC L1, L2, L3. Alors, la mise en œuvre du projet, donc évidemment, je vous passe la phase d'achat. Donc, on a finalisé donc l'acquisition au mois de juin et comme l'a dit Jacques, on n'a pas fait ça seul, hein, puisqu'on a donc un intégrateur qui est Cinetis. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un trio, parce qu'on aime bien intégrer nos propres solutions et, pour justement éviter de perdre la connaissance de ce qu'on met en place. Donc, avec l'aide de Cinetis, de Gatewatcher et des équipes du CERT, on a intégré à partir de juin. On a finalisé les installations donc cet été. Et donc, depuis le mois d'août, on est dans une phase de tuning, parce qu'évidemment, on en reparlera tout à l'heure, il y a un peu de tuning à faire et c'est tout à fait normal par rapport aux endroits où on les a installés. Je vais vous montrer très macro comment on les a installés. Et surtout, donc, on a un système, évidemment, on a un SIEM, on a un SOAR et on a un EDR. Et donc, on est en train d'installer dans notre écosystème le NDR et donc toutes les règles de détection qui permettent d'avoir une corrélation avec cette nouvelle source. Donc, elle peut être autoporteuse, mais c'est vrai que ce qu'on veut faire, c'est d'avoir une vraie corrélation avec d'autres sources, c'est ça l'intérêt. Donc, tout est centralisé chez nous dans Splunk. On a un SOAR qui est juste au-dessus, donc qui permet de faire de l'orchestration pour ceux qui connaissent. On a un certain nombre de choses qui sont déjà automatisées dans le traitement, donc avec des systèmes de playbook assez classiques, et évidemment un EDR qui lui aussi peut être autoporteur, mais qui rentre dans l'écosystème de corrélation d'informations. De manière très macro, vous doutez évidemment pourquoi, je ne suis pas rentré dans le détail, mais on a installé les sondes je vais dire très classiquement, hein, très bêtement, trafic nord-sud, est-ouest. Ce slide évidemment est assez basique. Mais en tout cas, ce qu'il faut juste retenir, et c'est ce qu'on met juste après, c'est finalement l'installation a été très rapide. Et ça a été plutôt une bonne nouvelle, parce que on n'avait pas cette expérience-là de déploiement jusqu'à présent. Donc on s'était dit ça va peut-être un peu long. Alors je vais revenir un petit peu après sur les faux positifs, parce que évidemment vous posez sûrement la question et n'hésitez pas si vous avez des questions, on vous l'a dit. Donc on a très rapidement installé les sondes, donc avec des problématiques qui étaient des problématiques réseau, hein, justement au début. On n'avait pas identifié complètement les difficultés au niveau d'installation réseau qu'on allait rencontrer.
Et donc là, avec l'aide de l'éditeur intégrateur, on a pu mettre en place, en faisant les bons choix d'interconnexion réseau et assez vite. Donc ça a été une belle surprise parce qu'en fait, quand on a démarré cet été, donc en plus l'été, on est en dispositif comme tout le monde, les gens partent en vacances, donc un peu moins de monde. Moi, j'avais pas pensé qu'on l'intégrerait aussi vite. Et quand je suis rentré de vacances, on m'a dit c'était fini et on est en train de tuner. Bon, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais comme c'est pas en coupure, pas d'impact sur l'OSI. Donc finalement, alors ça c'est une force et ça peut être aussi une faiblesse pour vous parce que ça peut changer facilement. Donc ça c'est vrai qu'il va falloir rester bon. Et c'est vrai que le fait que ça s'intègre dans le système d'information, pas en coupure, l'installation est facile, la désinstallation est facile, et il n'y a aucun impact sur le système d'information. Donc ça c'est vrai sur ces outils-là, c'est en général moins vrai sur les autres outils de sécurité. Quand vous installez un EDR, l'EDR il est présent partout. Donc quand il faut le désinstaller, alors c'est faisable, hein, mais quand il faut le désinstaller, c'est forcément un peu plus compliqué. Alors, ça, c'est un slide que je t'ai volé. Alors, j'avais fait un slide, mais qui était moins beau, donc voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la solution, il y a plusieurs moteurs, et chacun des moteurs est indépendant. Et là, c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que c'est évidemment, quand on a allumé la solution, on s'est retrouvé avec des faux positifs. Donc plusieurs, et je ne vais pas vous dire le contraire, on en a eu plusieurs milliers, et c'est normal, en fait, quand vous allumez la solution, c'est normal. Donc tous les moteurs sont actifs. Alors, et c'est là où je trouve que le découpage est intelligent, c'est que les faux positifs, il y en a, mais dans certains moteurs. Par exemple, le SigFlow nous a remonté beaucoup de faux positifs. SigFlow, c'est l'analyse du réseau, en gros. Donc, lui, il remonte beaucoup de faux positifs parce qu'effectivement, il regarde ce qui se passe sur le réseau, il remonte des choses. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur d'autres moteurs, il n'y a quasiment pas de faux positifs. Enfin, il n'y en a pas du tout. Sur tout ce qui est malcore, donc reconstitution de malware. Sur le Beacon Detect, c'est pareil. Donc, Beacon, hein, c'est l'analyse du comportement donc de communication des malwares, pour faire simple. Là, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de faux positifs. Sur tout ce qui est shellcode, PowerShell, Detect, c'est pareil. Il n'y a pas de faux positifs. Donc, en fait, là-dessus, nous, on a fait des tests. Donc, on a lancé des attaques. Effectivement, ça sonne. Donc, on sait que le truc fonctionne. Mais là, il n'y a pas de faux positifs. Et dans le SigFlow, où on en a eu beaucoup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sous-catégories. Donc, en fait, par sous-catégorie, on peut désactiver ce qu'on considère comme étant pas forcément urgent pour nous. Et on peut tuner à cet endroit-là. Donc, ça c'est vrai que c'est une grosse force. Là où on a eu aussi des faux positifs, je crois que c'est sur le DGA Detect. Donc déjà, c'est les domaines utilisés notamment par les CNC. Et là, on en a eu, mais c'est pareil, une phase de tuning qui est en place et qu'on est en train de continuer. Donc finalement, la période qu'on est en train de finaliser là, on voit qu'on est en train de diminuer drastiquement les faux positifs relativement vite, justement avec cette possibilité de choisir les sous-catégories qui ne nous intéressent pas forcément. Et encore une fois, ces faux positifs sont présents seulement sur certaines catégories. Donc on est plutôt rassuré. Moi, typiquement, je ne voudrais pas passer à côté d'un shellcode, d'un PowerShell, bon, malcore. Et la dernière brique qui est intéressante, c'est un peu nouveau, c'est donc Network Behavior Analytics. Et là, c'est vraiment, je pense, un moteur qui est également pertinent dans le sens où il analyse le comportement du réseau. Donc ça, c'est un peu le rêve, hein, c'est quoi le comportement normal du système d'information. Et là aussi, on a très peu de faux positifs, pour ne pas dire pas du tout. Donc c'est vrai que ce découpage-là en plusieurs moteurs, je ne sais pas si vous les appelez moteurs, pour nous a un vrai avantage de pouvoir en plus désélectionner des sous-catégories. Alors je n'ai pas exposé les sous-catégories, mais il y en a plein à chaque fois. Et ça permet d'aller très vite dans le tuning. Oui, et éventuellement, pour ajouter, on a souvent une question, c'est pour les moteurs de machine learning, quelle est la période d'apprentissage? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Donc, nos algos de machine learning
comme NBA, Beacon Detect, Ransomware et Shellcode, ils sont déjà pré-nourris, pré-entraînés sur notre centre de R&D. Donc la période d'apprentissage est extrêmement courte chez nos clients. C'est à peine une journée. Et donc il n'y a pas besoin, comme d'autres produits dans le NDR ou dans le DR, d'avoir une période très longue qui au début génère des faux positifs. Et ça, c'est aussi, je pense, un vrai plus pour tes équipes. Tout à fait. Donc, cette stratégie de tuning, j'en ai un petit peu parlé. Donc, ce qu'on a fait, c'est j'avais pas envie de surcharger mon CERT. Donc, ce qui aujourd'hui génère beaucoup de faux positifs sur des trucs qui sont pas forcément importants pour nous. Bon, on a choisi de désactiver des fonctionnalités, mais pas beaucoup, quelques-unes. Et c'est là-dessus qu'on est en train de faire un tuning un peu plus fin. Et qui avance assez vite effectivement là on a démarré et puis les résultats on a démarré cet été, les résultats sont déjà très bons. Et effectivement on voit qu'on arrive à rentrer dans un cycle parce qu'on intègre au fur et à mesure en plus tout ce qu'on a nettoyé dans notre système d'information, on l'intègre dans notre Splunk, dans le SIEM, et on commence à créer des règles de corrélation. Et on commence effectivement à traiter certaines alertes. Donc, pour l'instant, heureusement pour nous, à la Caisse des dépôts, on a un système d'information qui est quand même assez propre. À chaque fois, c'est ce qu'on nous dit. Donc, et on n'a pas à détecter de choses particulièrement dangereuses pour l'instant. On a testé, évidemment, avec le CERT, on a testé si ce qui est en place fonctionne, donc avec des charges non actives pour générer des attaques et des alertes. Ça fonctionne. Donc, on sait que ça fonctionne. Et là, on est dans cette phase de tuning qui se passe assez bien. Il n'y a pas de tension particulière. Le CERT commence à intégrer ça assez facilement. Alors, on était là aussi pour parler du SOC de demain. Alors, les LLM, il y a quelques mois, on s'était vu. Tu me dis, tes équipes me disent, ça y est, on a du LLM. Il y a générative. Donc, j'ai une première démonstration qui avait été déceptive, très déceptive. Donc, évidemment, j'ai dit, là, je comprends pas, on n'est pas au rendez-vous là. On n'était pas où je pensais qu'on devait être. C'était pas terrible, ce que vous m'aviez monté un petit peu en avance de phase. C'est la réalité. Et par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que je vous ai dit ce que je voulais, en fait. Je dis, moi, ce qui m'intéresserait, c'est ce que j'avais vu. On va pas y revenir, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir quelque chose qui permette de soulager mes analystes. Donc, quelque chose qui prenne des décisions pour soulager mes analystes, qui analyse en masse les alertes. Et honnêtement, en se projetant, et après on a fait un slide là-dessus, en se projetant dans quelques années, c'est une discussion que j'ai souvent avec mon responsable de CERTSOC, pour moi, la cible, c'est quand même dans peut-être, alors je ne sais pas si c'est 2, 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, mais on s'est projeté, vous verrez, on a mis des dates, mais globalement, l'objectif, c'est cette couche de SOC de niveau 1, aujourd'hui, c'est une équipe externe. Pour moi, dans quelques années, ils n'ont plus de raison d'être là. Effectivement, il y a un gain avec de l'IA générative. Et tout à l'heure, je crois qu'il y a une démo sur ce que vous avez développé assez rapidement, d'ailleurs, en quelques mois. Et là, clairement, l'objectif, c'est d'avoir à terme une LLM qui prend des décisions sur un certain nombre d'alertes d'incidents, toute seule, qui gère cette corrélation toute seule. Et on en parle souvent, mais c'est pour éviter la fatigue, la fameuse fatigue des analystes. Donc, on a intégré dans notre SIEM de la CTI, on a intégré un certain nombre de flux d'informations sur les vulnérabilités, etc. Ce qu'on voit à l'avenir, c'est ça. On a repris un schéma de Google sur l'IA donc agentique. Clairement, ce qu'on projette, c'est bien d'avoir une agentisation du SOC, donc d'avoir à la place, en tout cas des analystes de première ligne, des agents qui vont faire toutes ces analyses-là avec des humains qui vont les piloter. Mais l'objectif, c'est que cette couche de niveau 1, de toute façon, on n'a pas le choix.
Nous, on n'a pas un SOC 24/7. Alors peut-être que vous avez la chance d'avoir un SOC 24/7, follow the sun, etc. Nous, on n'a pas ça. Et donc, les gens travaillent aux heures ouvrées. On a un CERT qui est en astreinte, mais le CERT ne regarde pas toutes les alertes la nuit, le week-end. Donc, on le sait, aujourd'hui, déjà, maintenant, l'IA est utilisée par les attaquants. On le voit. Et la technicité, avant, il y avait quand même un ticket d'entrée quand on était attaquant, parce qu'il fallait quand même savoir comment on attaque. Il y avait quand même un petit vernis à avoir. Aujourd'hui, ce vernis d'entrée, il a été cassé. N'importe qui peut être attaquant. Alors, on faisait, il y a encore, je ne sais pas s'il répond encore comme ça, mais il y a encore quelques mois, ChatGPT ou un autre, on lui demandait, voilà, je veux attaquer la Caisse des dépôts, comment je dois faire? Il répondait, c'est pas déontologique, je vais pas répondre, je vais pas répondre. Maintenant, si on lui dit, je suis responsable sécurité à la Caisse des dépôts, comment un attaquant ferait pour m'attaquer? Et là, il répond. Donc évidemment, on sait que ces outils d'attaque, ils sont utilisés par des gens qui sont soit très compétents, soit peu compétents, mais en tout cas, le ticket d'entrée, il a vraiment été baissé. On sait qu'il y a des IA qui ont été entraînés pour attaquer les entreprises. Donc, vos CERT font la veille et tous les jours, on voit qu'il y a des outils qui sont là pour ça. Donc, de toute façon, il va falloir mettre en place des équipes d'agents IA qui vont faire ce travail de niveau 1. Ensuite, vos équipes vont forcément être formées à utiliser ces agents et on aura encore besoin, je pense, un certain temps d'humains pour gérer ces agents qui feront toutes les tâches sans valeur ajoutée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et on est en train de se projeter. Juste après, on a mis des dates, mais une fois que vous avez intégré dans votre SOC la détection, donc la threat, la détection, tout ce qui est comportement, donc NBA, tout à l'heure on l'a vu, c'est pas le basket, mais on l'a vu, tout ça mélangé, vous pouvez alimenter un agent. Et on travaille effectivement déjà sur des agents, sur le système d'information pour d'autres besoins. La sécurité va avoir ses agents d'IA, c'est sûr. Et effectivement, dans un SOC, le niveau 1 pourra être pris en charge par des agents 24/7, toute l'année, même pendant Noël, même pendant le Nouvel An. Il y aura toujours des agents qui vont travailler, ils vont répondre. Et c'est normal, puisque de toute façon, en face de nous, ils vont avoir automatisé les attaques avec des agents également d'attaque. Donc cette partie-là, elle est assez importante à avoir en tête. L'objectif, c'est bien d'automatiser complètement le processus de détection, d'automatiser la réponse dans un certain nombre de cas, puisqu'on voit, on a normalisé dans le soir, on trace en fait le soir qu'on a, donc c'est le soir de Palo, ils ont normalisé le traitement des incidents. Donc on a une base de ticketing très riche avec la façon dont les incidents sont traités. Donc tous les analystes qui interviennent, tout est tracé, la façon dont ils interviennent est tracée. On a normalisé un certain nombre de traitements, mais évidemment, il y a toujours une part d'analyse humaine. Donc on a cette base. Donc effectivement, ça sera assez simple d'entraîner des agents dessus pour répliquer finalement ce qu'un analyste humain aurait pu faire. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on s'est projeté. J'ai eu une discussion avec mon responsable de CERT qui était un peu plus pessimiste que moi. Mais bon, ceux qui connaissent dans la salle, le staff, il est toujours un peu pessimiste. Donc, il avait mis du 2030. Je dis non, pas 2030. Donc, je ne sais pas si on va arriver à 2026-27. Je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, en fait, ce qui est sûr, c'est que depuis fin 2022 et la découverte de l'IA générative, on a quand même une accélération phénoménale. Et c'est vrai pour l'IA, donc on travaille évidemment énormément avec Mistral. Ils ont une roadmap qui est extrêmement riche en termes de fonctionnalités. Et ils ont des capacités, notamment d'entraînement de LLM sur leur spécificité, hein, c'est de mettre à disposition des LLM qu'on peut entraîner sur des besoins très particuliers. Et c'est là où ils ont un facteur différenciant par rapport aux autres, hormis le fait qu'ils sont français. Et ça, clairement, on peut très bien imaginer demain utiliser ce type de LLM, d'avoir une LLM Mistral entraînée sur la cyber. Et ça serait, à mon avis, et ils sont en train de mettre en place l'agentisation, ils ont toute cette orchestration qui est en train de se mettre en place progressivement, et on aura une vraie longueur d'avance. Je vois Arnaud, tu souris, mais c'est vrai que ces aspects-là sont à prendre en compte dans la durée, puisque on le voit,
toute cette phase d'apprentissage, on peut l'automatiser, on a la base de connaissances. On est au tout début. Donc, on a testé des outils comme Copilot Cyber, qui sont, je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'est intéressant à regarder ce qu'ils font. Ils ont automatisé un certain nombre de choses, notamment sur la corrélation et la création par exemple, de reporting. Donc après, bon, voilà, nous, on préfère aller vers des solutions plus souveraines, mais c'est vrai que globalement, la technologie avance extrêmement vite et on voit que c'est presque prêt. L'assistant RH, l'assistant IA, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà en place avec de l'LLM. L'assistant cyber, nous, on a testé, on a créé un agent dédié à la cyber très simple qui a interrogé nos politiques de sécurité et ça fonctionne très, très bien. Et alors, évidemment, vous allez dire, oui, mais il peut y avoir des phénomènes d'hallucination, etc. Après, on peut jouer sur la température. Donc, il y a quand même beaucoup de mécanismes qui permettent de limiter donc les hallucinations. Évidemment, c'est un peu embêtant, les hallucinations en cyber. Et honnêtement, dans ce qu'on voit, on arrive à limiter les hallucinations de plus en plus. Et il y a des mécanismes qui sont nouveaux. Donc, le fameux LLM as a judge. Donc, en gros, c'est des LLM qui jugent ce qu'a fait une LLM et donc qui permettent d'affiner le résultat final. Donc voilà, 2026, on va dire qu'on va finaliser cette partie apprentissage. 2027, on va commencer à avoir la détection automatisée LLM. Avec de l'IA agentique, je pense qu'il va forcément arriver avec des agents dédiés à l'IA, c'est sûr. Pour le SOC, c'est certain. On a discuté. Si vous allez, nous typiquement on a du Splunk, ils sont en train de travailler dessus, évidemment. On va avoir, je pense, encore en 2026-27, des difficultés pour les incidents complexes. On n'aura pas, je pense que ce sera difficile de leur donner la main complètement sur ce qui est complexe. Mais quand vous regardez la réalité, finalement, des incidents complexes, il n'y en a pas beaucoup. On a quand même beaucoup d'incidents simples. Ça revient toujours. Et ça, typiquement, ça va éviter la fatigue des analystes qui est réelle. Et puis après, voilà, 2027, 28, 2030, si j'écoute mon responsable de CERT, quelque chose qui remplace complètement cette couche de niveau 1, des analystes humains qui vont se concentrer à la gestion de ces agents, à l'entraînement de ces agents, et effectivement, probablement en 2027-28, peut-être après, mais des agents sur des cas un peu plus complexes qui pourront prendre des décisions de rémédiation. La technologie, elle est là, elle est prête. Et donc, effectivement, après avoir discuté, avoir eu une petite déception sur l'IA et l'LM au tout début, quelques mois après, on a reparlé et vous êtes revenu avec quelque chose qui effectivement correspondait un peu plus à ce que moi j'attendais, donc une LLM qui permet de faire un peu de triage, qui permet de diminuer cette charge sur mon SOC, cette perte de temps, de toujours traiter les mêmes incidents sans valeur ajoutée. Donc là, il y avait vraiment quelque chose que moi j'entendais avec multi-sources. Je crois que tu as une petite vidéo pour montrer que ça marche, puisqu'on l'a testé, ça marche cette fois-ci. Et là, c'est pas déceptif du tout. Merci Christophe. Donc effectivement, on a été très challengé par les équipes cyber et par Christophe sur l'IA. On vous remercie parce que vous avez upgradé le niveau de nos équipes de R&D et vous leur avez permis d'être vraiment de coller à leurs besoins, enfin, à vos besoins et aux besoins des clients SOC, certes, qui ont besoin vraiment d'alléger au maximum la charge de leurs équipes. Alors du coup, ce que je vais vous présenter là, c'est donc le résultat de plusieurs mois de R&D sur l'IA, et c'est une nouvelle fonctionnalité de GetWatcher qui est intégrée directement au NDR et qui permet, qui s'appelle Fusion, et qui permet, alors ce qu'on voit bien, c'est un peu stylisé, mais si vous voulez venir voir sur le stand, il y a une démo en live. Je vais vous expliquer quand même
comme ça en temps réel. Donc là, ce que vous voyez, en fait, ce sont l'ensemble des alertes qui est centralisé de un ou de plusieurs G-Centers et qui ont été traités. Donc en vert, on voit le volume d'alertes qui a été généré par nos central managers. Et en bleu en dessous, c'est le reliquat d'alerte suite au traitement LLM. Donc, et après, il y a un score d'IA qui est fait pour chaque niveau d'alerte avec un scoring où les IA vont repasser plusieurs fois pour abaisser au maximum la charge de travail et le niveau de traitement. Donc là, ce sont toutes les alertes qui ont été centralisées sur Fusion et qui sont visibles par les analystes avec le niveau d'investigation, le scoring IA, et on peut rentrer dans chaque alerte et avoir directement le rapport d'analyse, les dialogues entre IA. Donc en fait, les IA, qu'elles soient on-prem ou en SaaS, vont analyser chaque alerte, les corréler par rapport aux métadonnées du client local et déterminer le niveau de relevant information pour les classifier. Et elles vont aussi discuter entre elles avec différentes IA pour donc, différents LLM pour évaluer le niveau de pertinence. Et donc après, elles vont retracer directement la kill chain avec un schéma qui est généré automatiquement pour une meilleure compréhension. Ça permet vraiment d'upgrader le niveau de l'analyste. Et ça, du coup, un analyste qui pourrait être de niveau 1 ou 2 peut traiter plus rapidement des alertes et être débarrassé. Donc là, on va voir aussi donc on revoit la liste des alertes avec les différentes classifications en couleur. Vous voyez au centre low, high and red. Et en temps réel, le schéma qui symbolise à gauche les différents moteurs en rouge de détection de GetWatcher avec le nombre d'alertes en rouge, 88 000 alertes, et à la fin en bleu le nombre d'alertes qui sont restées traitées après élimination par le central LLM qui traite et qui répartit derrière, soit par analyse manuelle nécessaire, soit les faux positifs qui sont éliminés. Et on est passé un peu vite, mais on voyait juste avant, je vais remettre la vidéo, ici, on voyait après donc le traitement qui est faisable de manière automatique, qui est envoyé vers Reflex, Reflex qui est le sort de GetWatcher. Et donc qui permet après un traitement, un blocage de l'alerte identifiée. Donc le blocage, lui, il peut être fait directement en mode automatique ou en mode manuel. C'est en pause, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas une donnée de la Caisse des dépôts. Oui, bien sûr. C'est juste une démo. Bien sûr. Et ce que vous voyez, c'est aujourd'hui unique sur le marché. C'est un des premiers traitements automatiques des alertes avec du LLM. L'avantage de ça, notamment, ça montre toute la puissance du NDR pour une simple raison, c'est que, comme le disait Christophe en introduction, le NDR a un des avantages, c'est la génération de faux positifs sur les moteurs de signature. Mais du coup, ça devient une force, puisque avec un nombre de signatures très très large, on arrive à générer un grand nombre d'alertes qui peuvent avoir du faux positif, mais qui sont éliminées automatiquement par le LLM. Et donc ça permet, avec des NDR qui ont un très haut niveau de performance réseau, de traiter un très grand nombre de menaces à travers un grand nombre de signatures et qui sont après, et les alertes sont éliminées en fonction des niveaux de pertinence. Mais donc ça inverse la problématique qui était autrefois de dire j'ai trop de faux positifs, je vais annuler des alertes. Non, maintenant, le NDR, vous avez intérêt à mettre le plus de signatures actives possible pour avoir un scope de surveillance très très large par rapport à toutes les menaces. Et ça marche très bien chez les clients qui ont des systèmes d'information assez hétérogènes, avec du legacy et moins de legacy, mais d'avoir une couverture sur
des vieux systèmes qui sont plus vulnérables, et donc de maintenir les signatures qui pourraient toucher ces vieux systèmes, ou alors les systèmes OT qui sont souvent un peu anciens et qui peuvent générer du faux positif. Le LLM permet d'avoir vraiment une couverture très très large. Donc là, on revoit la vue principale des menaces, et là on rentre plutôt dans l'aspect configuration, où vous voyez que dans cette démonstration, il y a deux G-Center. Le G-Center, c'est l'appliance centrale de management de GateWatcher, qui est elle-même connectée à plusieurs G-Cap, qui sont les sondes réseau qui font un pré-tri de l'information réseau. Donc là c'est uniquement de la configuration très simple, où on peut configurer d'une part les G-Center qu'on veut connecter à Fusion, donc avec les key API, parce que tous nos produits sont développés avec un sous-jacent API complet, donc qui sont appelables par Fusion. Et après, on va pouvoir rentrer dans une granularité plus forte du LLM, avec un choix possible des LLM en online, en on-prem, en outline. Donc là, aujourd'hui, le produit est disponible en SaaS uniquement. Il sera bientôt disponible aussi pour nos clients on-prem. Voilà. Et donc, avec évidemment Mistral et d'autres moteurs de LLM, donc le client peut choisir en fonction de ses abonnements et des LLM qu'on fournit directement intégrés à Fusion. Voilà. Donc, un grand merci à Christophe, parce que c'est issu de nombreuses discussions avec toi et tes équipes qui ont permis d'avoir un produit qui soit efficace pour tous nos clients sur l'amélioration de leur workload, de charge de traitement des alertes. Voilà, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Là, on n'a pas de son qualifié ANSI. Elles sont effectivement, c'est une option qu'on peut activer si un genre devait le faire. Donc là, on n'a pas pris cette option-là, c'est une option gratuite, hein, ce n'est pas une question de prix, mais on n'avait pas besoin de déployer des sondes qualifiées. On n'a pas ce besoin. Pour plein de raisons, mais là, je ne ne pas dans le détail. On n'a pas ce besoin, nous, d'en avoir, mais effectivement, la sonde, elle est activable. Donc, si on doit un jour utiliser la fonctionnalité qualifiée, on pourra le faire. Après, ce que tu as décrit est juste, hein, si tu dois l'activer, on sait qu'on devra se mettre des contraintes supplémentaires d'installation, de configuration, d'accès, etc. Ça, la liste, elle est très connue, mais à date, on n'avait pas besoin de le faire. Oui, et pour complémenter, en fait, nous, on a développé avant tout un produit de NDR qui est orienté détection. Les contraintes de l'ANSI sont arrivées après, et effectivement, elles sont activables ou pas, comme le dit Christophe, mais c'est nous, en fait, le but du produit, c'est qu'il soit le plus simple possible à utiliser, à déployer, et comme vous l'avez vu, l'installation, elle se fait en une demi-heure. C'est hyper rapide. En mode hors LPM, hors ANSI. Là, je veux dire, la seule contrainte qui est un peu handicapante de l'ANSI, c'est la partie accès à distance sur les serveurs. Donc en fait, l'ANSI ne veut pas qu'il y ait d'accès remote sur les serveurs. On a beaucoup travaillé avec l'ANSI, c'est en train d'être revu. Ça, c'est une contrainte en mode LPM. Sans vouloir dévoiler de secret, il y a pas mal de clients LPM qui s'en affranchissent aussi. Mais sinon, nous, avant tout, on a développé un produit de NDR qui s'adapte aux exigences de l'ANSI ou pas. En fait, aujourd'hui, Fusion est en SaaS, donc c'est hyper rapide à déployer. Ça se connecte directement au G-Center. Il n'y a pas de facteur de succès supplémentaire que de rentrer l'API key du G-Center dans Fusion. Et ça va appeler automatiquement les alertes et les analyser
avec les données internes pour déterminer un niveau de pertinence. Mais honnêtement, c'est hyper rapide, hein. C'est juste souscrire à l'abonnement, voir un de nos commerciaux s'enregistrer. La valeur ajoutée, en fait, c'est Fusion va se nourrir des métadonnées générées par la sonde pour corréler les alertes à vos données locales. Et donc, évidemment, il faut qu'il y ait un peu de données locales pour pouvoir interpréter. C'est la seule limite. On prévoit qu'il y ait un traitement LLM directement en natif au niveau du sensor. Le moyen aujourd'hui le plus rapide de le faire pour le mettre à disposition de nos clients, c'est de le faire comme ça sur une feature indépendante qui est connectée au G-Center. Mais c'est une très bonne question. On a dans la roadmap l'ambition de l'intégrer nativement et de manière transparente pour les clients. C'est S1 2026. On a du NAC, on a de l'EDR, on a tout ce qu'il y a bien. La microsegmentation, c'est très compliqué à mettre en place, mais... On n'a pas fait de microsegmentation. Mais par contre, ce que je disais au début, il y a des angles morts dans les solutions qu'on avait. On a un EDR qui est partout, mais il n'est pas sur n'importe quel réseau. Donc, effectivement, on a déployé notre EDR comme tout le monde, poste de travail, serveur, etc. Mais quand tu regardes ton système d'information, tu as quand même des endroits où il n'y a rien. Et là, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on avait, comme tout le monde, déployé des IBS, des IPS, mais bon, qui ont certaines limites. Et on n'avait pas ce niveau d'intelligence sur certaines parties du réseau. Donc, j'ai dit tout à l'heure, un trafic est-ouest ou nord-sud. Et à cet endroit-là, maintenant, on n'a plus d'angle mort. Donc, on a une vraie visibilité sur ce qui se passe. Souvent dans des endroits où tu retrouves quand même beaucoup d'équipements réseau, ou de sécurité d'ailleurs. Et là, tu n'avais rien, parce que tu n'as que des équipements, des routeurs, switches, etc. Et c'est vrai que sur ces endroits de flux, on n'avait rien, donc c'était plus tardif. Et donc sur l'entrée dans le système d'information, en général, avant de taper un serveur, tu vas quand même rencontrer un certain nombre d'équipements réseau. Là, on n'avait rien. Et effectivement, là maintenant, on a la lumière à cet endroit-là, on est capable de regarder ce qui se passe au niveau des WAF, au niveau de certains firewalls. Ça a permis de nous rassurer sur des zones qu'on savait comme étant des angles morts du système d'information. On les a déployés sur... Bon, j'ai pas voulu, hein. Évidemment, je ne suis pas rentré en détail, mais ça, je ne comprends pas pourquoi. Mais on l'a déployé dans des endroits où on savait que de toute façon, on était en difficulté. Enfin, sur un système d'information, il y a des endroits où on sait qu'on n'est pas bon. Donc, il y a des endroits où on savait qu'on était un petit peu en difficulté sur la surveillance. On a une surveillance plus tardive, et là, on a une surveillance qui est nettement avancée. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment complémentaire. Alors, c'est vrai que ce qui est chiant en sécurité, c'est qu'on est toujours en train de rajouter des outils. Mais globalement, si on veut aller vers le SOC autonome, je ne vois pas comment on peut se passer de ces outils-là. Je ne vois pas, parce qu'en fait, cette corrélation qu'on faisait, on récupérait des informations des WAF, des firewalls, etc., on les a centralisées, on a cette corrélation. Par contre, ça prend du temps. Et effectivement, les analyses ne sont pas toujours si simples à faire. Là, en l'occurrence, avec ça, avec notamment ce genre d'outils qui fait un peu un tri automatique, on a maintenant cette possibilité d'avoir de l'information qualifiée. Donc, on gagne un temps énorme, surtout dans une logique où les attaques vont augmenter. Et donc, je ne pouvais pas... Enfin, ils le font, les analystes le font. Ils regardent les logs des firewalls, ils regardent les logs des WAF, ils regardent les logs des proxys, etc. Ils font une corrélation, mais ça prend du temps. Et là, j'ai quelque chose qui va me faire vraiment gagner du temps à cette fameuse fatigue des analystes. Elle existe, hein. Enfin, c'est un fait, on a des analystes qui sont fatigués, parce qu'en fait, ils font tout le temps la même chose, et puis quand il y a un truc un peu intéressant, ils passent un peu plus de temps dessus, et donc là, c'est moins bien fait. Enfin, donc, ces choses simples vont être faites automatiquement. Ça apporte de la lumière à un endroit où on en avait un peu moins. On avait des équipements de sécurité, mais on n'avait pas cette lumière-là, donc on a un prisme complet. Et c'est vrai que vers le SOC autonome, à mon avis, on n'a pas le choix d'avoir ces outils. Sinon, il va te manquer quelque chose. Et si je reprends les slides de Christophe, là, avec Fusion, on est déjà presque en niveau 4 par rapport à vos exigences et à vos expectatives. Donc ça va très vite. Et on est, j'avoue, assez fiers de l'avoir proposé assez rapidement. Mais on a eu un bon niveau de pression. Jacques, pour compléter sur la partie NAC, et nous, ce qu'on voit très souvent en fait, chez
chez nos clients, c'est qu'avec Reflex qu'on voit en haut à droite, la partie NAC devient aussi un moyen aussi pour la réponse. Ça devient en fait un outil supplémentaire dont en fait on va se servir. Et c'est au contraire pas du tout une problématique. Parce que là, comme tout est apaisé, en fait, ça nous permet en fait vraiment de communiquer et puis d'organiser les choses correctement au niveau de la remédiation. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une question pour finir? C'est fini? Voilà. Merci à tous. Merci, c'est top.